Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de situation par rapport à tout ce que l'on entend sur le réarmement de la France, de l'Europe, le discours de plus en plus musclé du président de la République, d'Emmanuel Macron. Et en fait, l'idée, au travers de cette vidéo, c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu le dessous des cartes. Parce que c'est vrai que c'est étrange alors que bon, Vladimir Poutine, on le connaît, il est à la tête de la Russie depuis les années 2000, ça fait 25 ans, un quart de siècle. Et donc, c'est vrai que ça peut être étrange de voir tout d'un coup cette dramaturgie monter venant des autorités françaises, du président de la République. Et c'est important un petit peu de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc évidemment, l'idée ici, là encore, vous me connaissez, c'est pas de dire amen à Macron ou au contraire de critiquer de manière bête et méchante nos autorités politiques, mais c'est de comprendre un petit peu les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière tout ça. Alors, donc, sans plus tarder, je vais un petit peu on va un petit peu toujours parcourir les, euh, les slides pour un petit peu essayer de mieux comprendre un petit peu ce dont on parle. Alors, donc là, effectivement, vous voyez la photo, on voit l'armée, enfin, la création d'une armée européenne. Emmanuel Macron qui sort ses gants de boxe, évidemment, c'est des caricatures. Et effectivement, l'idée de ce point, c'est de comprendre un petit peu pourquoi ce discours guerrier d'Emmanuel Macron et comment votre épargne va être mobilisée. Ça, c'est important de le savoir parce qu'on entend tout et n'importe quoi, du style on va vous réquisitionner, on va bloquer les comptes, etc., etc. Et donc, évidemment, l'idée, c'est un petit peu de dédramatiser la situation, mais néanmoins, il y a quand même des risques sur ce qui se passe actuellement. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter les choses de manière qui soit vraiment la plus pragmatique et de ne pas rentrer dans une dramaturgie, dans voilà, dans un scénario de la peur. Parce que vous avez vu, on a des discours quand même qui font peur, on est dans une dramaturgie. Et moi, l'idée, c'est de sortir un petit peu de tout ça et de réfléchir à tête reposée. Alors, tout d'abord, première partie, la menace russe, je vous l'ai dit, elle n'est pas récente. Ça fait déjà 3 ans que les Russes ont tenté d'envahir l'Ukraine et en 3 ans, on va regarder un petit peu ce que les Russes ont pris en Ukraine. On voit bien que les Russes sont très très loin de Paris, au rythme où les choses avancent. Il faudrait, j'en ai parlé dans une vidéo, il faudrait quasiment un siècle pour que les Russes arrivent jusqu'à Paris. Donc enfin, on voit bien que la menace russe, elle est exagérée. Je vous laisse le soin de voir d'autres vidéos qui ont été publiées. Si on compare la Russie par rapport à l'Europe en termes de PIB, de budget consacré à l'armée, de force de la monnaie, etc., de population, on voit que en réalité, la Russie n'est pas, euh, n'est pas une menace aussi grande qu'on veut bien nous le faire croire. Même si évidemment, Poutine, s'il voulait aller jusqu'à Brest, il aimerait bien, je ne dis pas, mais ils n'en ont pas les moyens, très clairement. En fait, la menace russe, en fait, elle en cache une autre, et ça, c'est la carte. C'est un peu une carte, un petit photomontage que je fais. Donc là, on voit ce qu'a fait Poutine en 3 ans en Ukraine. Vous voyez, faut prendre une loupe pour mesurer les prises russes en Ukraine. Et au moment où je vous parle, apparemment, les Russes, il y aurait encore des poches de résistance ukrainienne dans la région de Koursk. A priori, il y a encore des Ukrainiens présents à Koursk. On voit que euh, si les Russes ont mis plus de 6 mois pour, entre guillemets, dégager les Ukrainiens de Koursk, on voit mal comment ils peuvent envahir l'Allemagne et la France. Et à côté de ça, je vous ai mis une carte
Alors évidemment, c'est pas la carte actuelle, mais c'est une carte telle que l'imagine Donald Trump, la carte des États-Unis qui se serait agrandie en dominant le canal du Panama, en prenant le contrôle du lac de Panama, en renommant le golfe du Mexique en golfe d'Amérique et en faisant du Canada le 51e État américain et en annexant le Groenland. Donc en réalité, derrière le bruit des bombes en Ukraine, en réalité, ce dont Emmanuel Macron a peur, et tous les autres, hein, ceux adeptes d'une Europe mondialiste, ce dont ils ont peur, c'est finalement aussi de l'impérialisme américain, qui fait tout autant peur que l'impérialisme russe. Et là, en fait, on voit hein, la menace russe, elle ne date pas d'hier. Ça fait des années que Vladimir Poutine ne cache plus ses ambitions qui sont simples. Alors, il ne s'agit pas ni d'envahir la France ou l'Allemagne ou de faire défiler les chars sur les Champs-Élysées. La menace russe, elle n'est pas nouvelle. L'objectif de la Russie, il est simple, constituer un glacis autour de la Russie de pays amis, alors entre guillemets, hein, amis, qui ne chercheraient pas à menacer Moscou. Il y a la Biélorussie qui est déjà dans le giron russe. L'Ukraine est la cible actuelle et il n'est pas exclu que les Russes cherchent à pousser ensuite vers les pays baltes. La Russie a toujours représenté une menace pour ses voisins immédiats tels que l'Ukraine, les pays baltes, voire la Pologne. Ça date pas d'hier, ça date déjà de la Russie des tsars quand il y avait Napoléon. Ça date évidemment de l'Union soviétique sous Staline qui a dépecé la Pologne à la faveur du pacte germano-soviétique. Puis s'en est suivi de la domination soviétique en Europe de l'Est avec le pacte de Varsovie. La menace russe sur des pays comme les pays baltes ou l'Ukraine, ça ne date pas d'hier. Et enfin, la menace russe, effectivement, n'est pas nouvelle et remonte plus précisément du discours de Munich de Poutine dans les années 2000 où le dirigeant russe demandait à être intégré aux organisations européennes, ce qui lui sera refusé au moment même où l'OTAN s'étend à l'Est. Alors, derrière un discours de plus en plus musclé vis-à-vis des Russes, en réalité, il y a une volonté d'impressionner un autre géant, qui est l'ogre américain. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on a, euh, on a Gabriel Attal qui est en train de réunir des ministres, des proches du gouvernement, des proches de Bayrou, François Bayrou lui-même, pour voir comment riposter de manière tout à fait politique et diplomatique non pas par rapport à la Russie, mais par rapport aux États-Unis. Et on voit, d'ailleurs, vous avez Valérie Ayé, hein, qui a un discours qui est assez dur, qui est tout autant dirigé contre les États-Unis de Donald Trump que contre la Russie de Vladimir Poutine. Donc, ce qui est nouveau, en fait, c'est le renversement de la politique américaine avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et le discours du président Macron s'est paradoxalement durci, non pas au fur et à mesure des succès forts relatifs de la Russie à Koursk et dans le Donbass, mais avec le changement de ton des États-Unis vis-à-vis de ses alliés. Hein, vous avez vu hein, cette rhétorique guerrière d'Emmanuel Macron, hein, ça ne vous aura pas échappé que cette rhétorique guerrière, elle monte en gamme, elle monte en intensité, non pas avec les percées de la Russie en Europe de l'Est et en Ukraine, mais surtout depuis que les Américains sont en train de petit à petit changer de discours. Alors voici un petit peu l'historique des changements de position américains en l'espace de seulement 2 mois. Donc, en 2 mois, il se passe énormément de choses. Hein. Alors tout d'abord, on a eu la volonté de Trump de reprendre le contrôle du canal de Panama, puis de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Donc ça, c'est déjà fait. La volonté de Donald Trump de faire du Canada le 51e État en qualifiant au passage Justin Trudeau de gouverneur. Volonté de Donald Trump d'annexer le Groenland en le retirant du giron du Danemark. On a eu aussi le discours de
du vice-président américain J.D. Vance à Munich qui pense les Européens et qui explique que la principale menace pour l'Europe n'est pas la Chine ou la Russie, mais les régimes européens eux-mêmes qui s'attaquent au droit à la liberté. Rien de plus, hein. Ensuite, on a eu évidemment la passe d'armes entre Elon Musk et Thierry Breton sur l'ingérence américaine en Allemagne. Je rappelle le discours très musclé de Elon Musk. Hey mec, sans l'ingérence américaine, tu parlerais allemand ou russe. Ensuite, Trump qui qualifie l'Union européenne d'organisme visant à arnaquer les États-Unis et les représailles américaines consistant à multiplier les droits de douane. Et enfin, le summum, c'est l'altercation Trump-Zelensky devant les caméras du monde entier dans le bureau ovale le 28 février. En fait, le changement, si vous regardez un petit peu la chronologie, le durcissement du discours d'Emmanuel Macron, il intervient non pas au moment de la montée agressive de la Russie, hein. Enfin, je vous rappelle que déjà en 2022, vous avez les Russes qui s'amusaient dans les interviews télévision télévisées russes à calculer le temps en minutes que mettrait un missile russe pour frapper Paris, Lyon ou Nice. Donc le discours belliqueux, il s'agit d'un discours belliqueux, hein, je suis clairement pas pro-russe, c'est un discours belliqueux des Russes, il ne date pas d'hier. Pourtant, le changement de ton d'Emmanuel Macron, lui, il est très récent. Et en fait, il faut lier cette volonté d'Emmanuel Macron de muscler son discours avec le changement de cap des États-Unis d'Amérique. Alors, donc là, maintenant que vous savez un petit peu pourquoi euh, Emmanuel Macron muscle son discours, la question est de savoir comment l'État va faire pour financer l'effort de guerre européen, et en particulier français. Alors en fait, euh, l'État, clairement, n'a plus d'argent pour financer le réarmement de la France et de l'Europe. Ça, enfin, si on regarde les comptes, la balance comptable de l'État français, en fait, la France, elle est quasi en faillite. Hein, on a les passifs, les dettes, la charge enfin, les dettes sont supérieures au patrimoine de toute la puissance publique française. Aujourd'hui, on a un État dont la dette est supérieure au patrimoine. On a la charge d'intérêt de la dette qui est supérieure à la croissance française. On a, ça fait plus de 50 ans maintenant que le budget français est en déficit. On a aujourd'hui un ratio déficit sur PIB qui est de 6,1%, c'est énorme. Donc, clairement, l'État n'a pas les moyens d'intervenir directement dans le réarmement de la France. Donc, il doit mobiliser l'épargne privée des particuliers et des entreprises. Et pour cela, il y a plusieurs manières d'y arriver. Alors déjà, il y a eu des signaux faibles pour réarmer l'Europe qui ont eu lieu bien avant le discours de Macron. Et ça, vous le voyez en fait sur l'évolution des cours de Thalès et de Dassault, qui sont quand même deux fleurons de l'armement français. Et on voit en fait ici que l'envolée des cours en bourse de Thalès et de Dassault a commencé bien avant le discours d'Emmanuel Macron qui a eu lieu en mars. On voit que dès le mois de janvier, dès la fin de l'année 2024, on voit les actions, les cours de ces actions qui ont commencé à flamber en bourse. Donc, on voit déjà qu'il y avait des initiés, il y a des gens en fait qui savaient ce qui allait se passer et qui avaient déjà commencé à acheter des actions d'armement bien avant le discours d'Emmanuel Macron. Donc là, on voit que il y a des copains, hein, entre guillemets, des gens qui savent en fait à l'avance ce qui va se passer. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec le Covid, hein, bien avant la mise en place des vaccins qui ont enrichi les laboratoires pharmaceutiques. Plusieurs mois avant la mise en place des vaccins, on avait déjà les cours en bourse de ces laboratoires qui étaient déjà en train de flamber. Clairement, alors, je dis ça, je dis rien, on voit déjà il y a
déjà des initiés. Donc déjà, le discours d'Emmanuel Macron, juste parce que il y avait une volonté présidentielle de réarmer la France, déjà, rien que la volonté, avant même le discours de réarmer, déjà permis de mobiliser des capitaux. Donc on voit déjà qu'il y a une partie des capitaux privés qui sont déjà réorientés vers le secteur de l'armement. Mais évidemment, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et il faut aller plus loin. Alors réorienter. Ensuite, il va y avoir réorienter les produits de la fiscalité vers l'armée. Vous savez très très bien qu'aujourd'hui, vous payez des impôts et en échange de ces impôts, vous allez bénéficier de services publics. On vous dit, vous payez, il faut être citoyen, il faut payer ses impôts pour avoir un service public digne de qualité, notamment la santé, l'éducation, les retraites, etc., etc. Donc évidemment, comment l'État, puisque l'État n'a plus d'argent pour financer l'effort de guerre, que va faire l'État? Eh ben, il va réorienter une partie des recettes fiscales vers la défense. Donc, en fait, ça revient ni plus ni moins à déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc, comment ça va se passer? On va avoir une réduction des aides fiscales. Vous allez voir hein, dans les prochains mois, il va y avoir une réduction des aides fiscales, par exemple, pour faire travailler pour l'aide ménagère, pour les travaux dans le jardin, pour la rénovation énergétique, etc., etc. Et par contre, on pourra avoir des incitations fiscales pour peut-être investir dans le secteur de l'armement. Donc, on va avoir une réduction des aides fiscales sur d'autres secteurs que l'armement. On va avoir une baisse des aides sociales, une baisse des moyens dédiés à l'éducation et à la santé. D'ailleurs, on entend hein, la petite musique qui monte, euh, il faut être patriote, etc., etc. On aura sans doute une baisse dédiée aux sans-emploi, les assédiques, etc. Attendez-vous à voir des discours pour diminuer les aides aux chômeurs. On va avoir aussi une hausse de la contribution des retraités. Hein. Les retraités, vous avez de la chance, vous ne serez pas envoyé au front, vous avez déjà une bonne épargne, vous avez fini de payer votre logement, etc., etc. Soyez patriotes et pourquoi pas une hausse de la CSG pour les retraités. Une hausse du temps de travail hebdomadaire. Là encore, il faut travailler plus, il faut, soyez patriotes, il faut travailler plus pour réarmer la France. Donc, il n'est pas exclu qu'on ait des incitations à abolir les 35 heures. Et enfin, euh, le réarmement de la France, ça peut être aussi un prétexte idéal pour reporter le départ de l'âge à la retraite. Et là, je vous envoie au fameux conclave de François Bayrou avec les partenaires sociaux, où dans la foulée du discours d'Emmanuel Macron, Bayrou qui annonce tout simplement que il n'y aura pas un, il n'y aura pas un retour aux 62 ans. Je vous rappelle, l'Assemblée nationale a fait passer le gouvernement a fait passer par 49.3 le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Là, il y a eu un conclave ouvert par François Bayrou pour proposer des alternatives aux 64 ans. Et alors que les partenaires sociaux sont en train de discuter sur les alternatives possibles, changement de fusil d'épaule de François Bayrou qui, dans la foulée du discours d'Emmanuel Macron, dit que de toute façon, il n'y aura pas une abrogation, enfin un retour à 62 ans. Donc, à quoi ça sert de faire un conclave euh, pour, si on exclut un, le fait de revenir aux 62 ans? Donc, s'il y avait un conclave, en fait, c'était pas pour revenir à 62 ans, mais en fait, c'était pour aller au contraire à 66, 67 ans. Et ça, effectivement, le fait de devoir réarmer la France, c'est un prétexte idéal pour reporter l'âge de départ à la retraite. Donc ça, ce sont les moyens au niveau de la fiscalité et au niveau du social. Alors maintenant, par rapport à l'épargne. Donc, vous avez entendu parler, hein, donc création d'un fonds dans lequel les Français pourront investir. Donc, il s'agirait a priori d'un fonds de private equity
sans garantie de capital ou de rendement, mais avec des promesses de plus-value sur le long terme au prix de bloquer le capital. Donc ça, c'est une piste qui est clairement avancée par le gouvernement. Et on a même dit que ça serait une mise minimale de 500 euros. L'autre possibilité, ça serait de créer un compte sur livret concurrent du livret A destiné à la défense. On pourrait très très bien voir le gouvernement dire, OK, le livret A aujourd'hui, il est plafonné à quelque chose comme 23 000 euros. Ben, on va ouvrir un livret militaire, peut-être un livret M, qui serait plafonné peut-être à 10 000 euros, et on baisserait le plafond du livret A à 10 000 euros. Au lieu d'avoir un livret A à 23 000 euros, on aurait un livret A à 10 000 euros et un livret militaire à 10 000 euros. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'État n'a pas les moyens de créer des livrets à volonté. Parce qu'évidemment, chaque livret créé à volonté avec un capital garanti et des intérêts garantis et non fiscalisés, mais forcément, ça revient à creuser le déficit public. Donc la principale piste sur laquelle réfléchit le gouvernement, c'est de mobiliser l'argent des particuliers déjà investis dans les contrats bancaires et assurantiels pour les flécher cette épargne vers les dépenses de guerre. Donc, je pense notamment aux assurances vie, aux PER, aux contrats de capitalisation, aux PEA ou aux comptes titres. Alors, vous allez me dire, c'est grave quand même ce qui se passe parce que l'assurance vie, par exemple, qui est le placement préféré des Français, euh, comment être sûr que l'argent ne va pas être réquisitionné pour aller dans les dépenses militaires? Alors, moi, je tiens à vous rassurer. En réalité, vous n'allez pas, on va pas vous réquisitionner votre assurance vie ou votre PER pour le bloquer pour l'armée. Hein, ça va pas du tout se faire comme ça. Donc ça, méfiez-vous un petit peu des influenceurs qui vendent la peur, hein, des marchands de peur. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. En fait, je vais vous expliquer un petit peu comment cela va se passer et comment ne pas subir la situation. Alors, tout d'abord, euh, moi, évidemment, je vais pas. L'idée, c'est pas non plus de donner des conseils, de dire comme ça, il faut faire ci ou faire ça. D'abord, en fonction des possibilités, il peut y avoir des opportunités pour vous. Hein. Moi, je suis pas là pour casser du sucre sur le gouvernement ou au contraire encenser le gouvernement. Moi, je ne roule pour personne. Donc, en fait, plusieurs possibilités. Supposons que le gouvernement ait un livret A bis investi dans la défense. Donc, si vous êtes patriote et que vous voulez participer à ce que la France se dote d'une grande armée, ça peut être un levier intéressant dans la mesure où le capital est garanti, que l'argent peut être retiré à tout moment et que le rendement dépasse l'inflation. Donc ça, pourquoi pas? Pourquoi pas si demain le gouvernement crée un livret M dans lequel votre argent financera l'armée comme le livret A qui finance le logement social, ça peut être intéressant. C'est pas une piste à négliger, ça peut être intéressant. Peut-être que moi-même, j'investirai peut-être un petit peu dedans. Là, ça peut être intéressant. En deuxième cas, création d'un fonds non garanti où le capital serait bloqué. Alors là, pour le coup, je ne suis pas à l'aise avec la question, car bloquer de l'argent euh, sur 5, 10, 15 ans, déjà, moi, ça me met mal à l'aise. En plus, l'argent sera investi dans des actions cette fois-ci. Hein, votre épargne sera directement investie dans des actions qui ont déjà doublé. Donc, vous avez les initiés qui ont anticipé le discours de Macron, qui ont acheté des actions Thales, Dassault, dont la valeur a doublé. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur des valeurs comme ça, dont le cours a doublé, et en bloquant votre capital? Est-ce que c'est pas plus intéressant, si vous croyez vraiment au fait que ces valeurs vont encore augmenter, d'investir directement
via votre compte titre, euh, ou via votre assurance vie, ou via un PEA dans des fonds sur la défense, sachant que demain, vous pouvez, du jour au lendemain, faire un arbitrage. Est-ce qu'il vaut mieux pas investir de cette manière que de bloquer l'argent dans un fonds dont vous n'aurez pas du tout la main sur la gestion, que vous ne saurez même pas comment c'est géré et dont l'argent est bloqué? Une telle situation, en plus, s'est déjà produite avec Eurotunnel. Hein, souvenez-vous, pour financer la construction du tunnel sous la Manche, l'État a mobilisé l'épargne privée. Les particuliers ont été incités à investir dans la société Eurotunnel qui était en charge de la construction du tunnel sous la Manche, qui a été sans doute une des plus grandes prouesses de l'histoire de l'humanité, mais qui s'est traduite par la ruine des investisseurs, puisque l'action Eurotunnel a perdu 90% de sa valeur. Donc, un fonds non garanti où le capital est bloqué, personnellement, je me pose des questions. Je suis personnellement pas très à l'aise. Voilà. Mais de toute façon, ça ne sera pas la majorité de l'épargne qui sera fléchée là-dessus. La majorité, l'effort de guerre, en réalité, sera porté par les, les contribuables qui ont des assurances vie, des plans d'épargne retraite, des contrats de capitalisation, en fait, qui ont leur argent qui est géré, déjà géré, dans des placements réglementés. En fait, comment ça va se passer? En fait, il y a deux cas. Pour les contrats qui sont gérés directement par vos soins ou via un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et j'insiste bien sur le mot indépendant, là-dessus, il n'y a pas de risque. Là, quand on entend les ragots, on va vous saisir votre assurance vie pour financer l'effort de guerre, ça, c'est des conneries. Ça, ça, c'est des grosses conneries, c'est du bullshit. Hein. Malgré les ragots, l'État ne va pas aller se servir dans votre épargne pour financer l'effort de guerre. Vous recevrez sans doute des publicités pour vous encourager à investir dans l'armement via votre assurance vie, via votre PER, mais vous êtes maître de votre décision. On ne va pas venir vous saisir votre assurance vie. Rassurez-vous là-dessus. Quelle que soit la banque ou la compagnie d'assurance dans laquelle l'assurance vie a été ouverte. Si c'est une assurance vie qui est gérée directement par vous, que vous gérez vous-même directement, dans laquelle vous faites directement vos arbitrages, soit vous directement, soit via un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc non salarié de la banque ou de la compagnie d'assurance, là-dessus, il n'y a aucun problème. En revanche, dans le cas des assurances vie, des PER gérés directement par les banques et les compagnies d'assurance, alors il s'agit de la grande majorité des, des contrats. Hein. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont des assurances vie, ce sont des assurances vie gérées directement par l'assureur ou la banque, en fait, via des robots, hein, via ce qu'on appelle la gestion pilotée. Donc là, c'est directement l'assureur qui gère ça. Donc là, effectivement, c'est cette épargne-là qui est ciblée par le gouvernement. Effectivement, si le gouvernement ne peut pas faire pression sur vous pour vous obliger à investir ici ou là, il peut faire pression sur les banques et les compagnies d'assurance et les mutuelles pour les inciter à flécher l'épargne des assureurs dont il a la main et à qui ils ont donné les clés du camion. Donc, en fait, le gouvernement, en fait, il a, il a les gros yeux, hein, l'œil de Moscou, sur les assurances vie gérées directement par les banques et les compagnies d'assurance. Et ça se fait déjà. Si vous ne le savez pas, une partie de votre argent qui est placé dans les contrats d'assurance vie gérés de manière pilotée par votre compagnie d'assurance et votre banque, une partie de cet argent, il est déjà alloué dans des fonds de type private equity ou dans des fonds écologiques pour servir la cause écologique contre le réchauffement climatique.
Donc, sans le savoir, une partie de votre argent est déjà, est déjà utilisée par les banques et compagnies d'assurance pour financer diverses causes. Là, en fait, il s'agira ni plus ni moins pour que le gouvernement dise, compagnie d'assurance, aux mutuelles, aux banques, dire, bah, écoutez, à côté d'un fonds private equity, à côté d'un fonds écologique, on va créer un fonds dédié à l'armée dans lequel vous allez réallouer, arbitrer l'argent des contribuables, des investisseurs dans ces fonds-là. Donc ça, en fait, vous recevrez peut-être une lettre de votre assureur qui vous dit que il y a eu un arbitrage qui a été fait, euh, qui fléchait vers des fonds militaires. Voilà, ni plus ni moins. Donc en fait, pour vous, ça va être finalement indolore. Vous n'allez pas le sentir passer, hein, puisque ça se fait déjà. Hein. Une partie de votre argent, il est déjà fléché vers l'écologie ou vers des fonds private equity. C'est juste qu'à côté de ça, on va flécher une nouvelle partie de votre épargne vers les dépenses militaires. Alors mes conseils, déjà, diminuez vos dépenses de consommation futiles pour donner plus de place à l'investissement, car de moins en moins de choses seront garanties dans le futur. Hein. La sécurité de l'emploi, les retraites, les minima sociaux, la sécurité sociale. Donc le gouvernement va s'attaquer de plus en plus aux qu'on appelle aux conquêtes sociales pour augmenter les dépenses militaires. Deuxième conseil, prendre le contrôle de vos finances personnelles en ne laissant pas des organismes impersonnels gérer votre épargne. Et il s'agit pas, là encore, il ne s'agit pas de retirer votre argent des banques et de partir avec des valises de billets à l'étranger ou en Suisse. Il ne s'agit pas de ça. Les gens qui vous vendent ça, ils vous vendent du rêve, ils vous vendent de la peur. Hein. On ne va pas vous réquisitionner votre épargne. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est contacter votre banque, votre compagnie d'assurance, en leur demandant, en leur retirant la possibilité de gérer de manière pilotée votre épargne, sans forcément fermer votre contrat d'assurance vie. Vous n'êtes pas obligé de fermer votre contrat d'assurance. Par contre, rien ne vous empêche d'appeler votre banque, votre compagnie d'assurance, dire maintenant, la gestion pilotée, c'est terminé. Moi, particulier, je veux gérer directement mon contrat. Et vous avez tout à fait le droit de le faire. Alors, soit vous pouvez le faire directement, vous pouvez le faire directement. Donc, vous appelez votre compagnie d'assurance, votre banque, et vous dites, moi, je veux gérer directement mon épargne en plaçant tant dans les obligations, tant dans les actions, tant dans les private equity, tant dans les métaux précieux. Et donc, vous prenez la main sur votre épargne, vous choisissez les supports dans lesquels vous allez investir sans forcément fermer votre contrat PER ou assurance vie. Donc ça, c'est le cas où vous voulez gérer directement. Deuxième cas, vous me dites, ouais, mais attends, moi, j'ai pas le temps, j'ai du boulot, moi, les marchés, j'ai autre chose à faire que de suivre les marchés, et c'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez passer par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, en qui vous avez confiance, et qui n'a pas de compte à rendre au gouvernement, à l'exception, bien sûr, des contraintes administratives auxquelles il doit se plier pour exercer son activité. Il y a deux cas. Moi, je vous encourage, déjà, tout ce qui est gestion pilotée, il faut y aller. Ça, pour moi, c'est la grosse connerie, ça, hein, les gestions pilotées, les arbitrages pilotés, etc. Ça, c'est vraiment de la connerie. Ça, ce sont des automates, des robots qui gèrent vos contrats d'assurance vie à votre place et qui, par un simple clic de souris de la compagnie d'assurance, le robot peut réorienter votre épargne vers des dépenses militaires, des dépenses écologiques, etc., etc. Ça se fait déjà. Donc ça, honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est sortir de tout ça. Sortir de tout ça, il faut que vous repreniez la main sur vos finances personnelles. Et là, il y a deux manières de le faire. Soit vous vous formez,
vous vous formez pour gérer directement votre épargne en suivant les marchés. Alors oui, c'est du temps, c'est du travail, c'est beaucoup de boulot, mais il faut le faire. Donc, soit vous le faites directement en reprenant la main sur vos finances personnelles, soit si vous n'avez pas le temps, chose que je peux comprendre. Moi, par exemple, les travaux, j'ai pas le temps de m'en occuper, ça me saoule. Les travaux, je fais faire. Je passe par des artisans en qui j'ai confiance. Voilà. Dans le cas de votre gestion patrimoniale, bah, vous déléguez, vous transférez en fait le pouvoir de votre banque ou de votre assureur, qui a un faux pouvoir, parce que c'est pas votre banque qui gère directement vos contrats, ce sont des robots qui font des arbitrages. Vous transférez le pouvoir de votre assureur vers un conseiller indépendant qui va gérer votre contrat pour vous, si vous n'avez pas le temps, la patience ou l'expertise sur les marchés financiers. Donc, voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire, hein, sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, l'idée, c'est pas de vous faire peur. On va pas vous réquisitionner votre épargne. Vous n'allez pas avoir des gens qui vont venir taper à votre porte pour vous faire la taille, hein, vous savez, la taille, la gabelle. On va pas revenir à ça. Ça, c'est d'un autre temps. On va pas saisir votre épargne. La France, c'est pas encore le Liban. Alors, même si la situation de la France est préoccupante, on n'est pas encore au Liban. On va pas venir vous fermer vos comptes. On va pas venir vous chercher, vous envoyer sur le front ukrainien. Je vous rassure. Ceux qui vous vendent ça sont des marchands de peur. Par contre, par contre, effectivement, ce qui va se passer, c'est que on va sans doute flécher l'argent que vous avez déjà dans vos contrats actuels pour effectivement les flécher vers les dépenses militaires. Et ça, c'est à vous d'être suffisamment euh, malin, d'être suffisamment sur vos gardes pour ne pas laisser vos banques et vos compagnies d'assurance vous dire qu'est-ce qu'il faut faire sur votre épargne. Mais vous aurez toujours la main sur votre épargne. En dernier ressort, c'est toujours vous qui avez la main sur votre épargne. Sauf que le problème, la plupart des gens, ils ont des contrats d'assurance vie, ils ont des PER et ils s'en occupent même pas. Et donc, évidemment, c'est la banque. Il suffit juste que la banque euh, paramètre le robot qui fait les arbitrages. Il suffit juste de rajouter une ligne dans vos contrats d'assurance vie, qui s'appellera fonds militaire, et le robot s'amusera à faire des arbitrages qui font. Et donc, c'est ça, en fait, le seul risque, en fait, c'est ça. C'est qu'une partie de votre argent soit fléchée, non pas à votre insu, mais sans même que vous en rendiez compte. Donc là, premier conseil, prenez le contrôle de votre épargne sans forcément retirer votre argent de la banque. Il n'y a pas besoin de retirer votre argent de la banque. Les gens qui vous font peur avec tout ça en disant, oh là là, la banque va faire faillite, elle va saisir. Ça, c'est faux. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Souvent, ce sont des gens qui ont peut-être des family office, qui vous vendent de la peur pour, en fait, pour gérer votre épargne. Là-dessus, je vous rassure, il y a pas, on va pas venir réquisitionner votre épargne. Donc, soit vous aimez investir, vous aimez les marchés, vous maîtrisez les marchés, vous faites ça vous-même, et vous avez tout à fait le droit de faire ça vous-même, hein. Il suffit juste de passer un coup de fil à votre banque, à votre compagnie d'assurance, et ça se fait tout seul. Soit ça vous saoule, ça vous gave, vous n'avez pas le temps. Et dans ce cas-là, bah, vous faites appel à un artisan, comme moi qui fais appel à un artisan pour les travaux. Bah, vous faites appel à un artisan de la gestion de patrimoine, de la gestion des investissements, qui pourra gérer une partie de cette épargne pour vous. Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, diminuer vos dépenses futiles, hein, tout ce qui est dépenses, consommation, tout ça, diminuer tout ça, ça sert à rien, ça va vous mettre dans la merde plus tard. Flécher, arbitrer les dépenses liées à la consommation vers des dépenses liées à l'investissement pour vous préparer une retraite et vous protéger des coûts de la vie. Parce que moi, ce que je vois dans le futur, c'est qu'on va prendre prétexte du réarmement de la France pour diminuer vos droits au chômage, diminuer vos droits à la retraite, diminuer vos droits à la santé, augmenter les franchises médicales, etc., etc., etc.
Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Donc, donc l'État fait pression sur les assureurs pour qu'ils flèchent l'épargne des épargnants vers les dépenses militaires et l'État flèche les, l'argent des impôts vers les dépenses militaires en diminuant tout ce qui est retraite, assurance maladie, assurance chômage, etc., etc. Donc, je répète, mes deux conseils, si j'ai deux conseils à vous donner, le premier, diminuez vos dépenses de consommation futile. Ça sert à rien de changer 5 fois d'iPhone, hein. Euh, Moi, j'utilise mon iPhone à titre professionnel et je ne le change que tous les 10 ans, mon iPhone. Vous n'avez pas besoin de changer d'iPhone tous les ans. Et tout cet argent que vous aurez économisé, bah, réallouez-le à l'investissement. Pourquoi? Pour être moins dépendant le jour où l'État vous annoncera que bah, il financera moins la santé, qu'il financera moins la retraite, qu'il financera moins l'éducation, etc., etc., etc. Donc, premier conseil, arbitrez votre argent de la consommation vers l'épargne. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est bien beau de l'avoir de l'épargne, mais si cette épargne, elle est gérée de manière intégrale par la banque, vous êtes à risque. Donc, sur votre épargne, reprenez le contrôle de votre épargne, soit directement, si vous aimez la finance, les marchés, soit via un artisan, un conseiller en qui vous avez pleinement confiance. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'étais enchanté de partager cette vidéo avec vous. Donc, effectivement, les choses changent, ça bouge. Je pense que le monde dans 5 ans ne ressemblera plus au monde actuel. Par contre, voilà, je ne vends pas de la peur, hein. On va pas venir vous saisir votre or, votre épargne, mais soyez vigilants, puisque le prétexte de la menace russe, c'est un prétexte idéal pour réduire les droits, les avantages, etc., etc. Voilà un peu sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis très bientôt. Au revoir tout le monde.